Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste et tous les 15 jours je vous emmène à la rencontre de brasseurs un peu partout en France. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez pu prendre du temps pour vous, pour découvrir de nouvelles brasseries ou pour passer de bons moments avec vos amis ou votre famille. Retour aux affaires, c'est la rentrée et on a un épisode qui nous attend. Saison 2, épisode 7, la brasserie Ninkasi à Tarare dans le Rhône. Ninkasi, c'est bien plus qu'une brasserie. En une vingtaine d'années seulement, cette marque emblématique originaire de Lyon s'est forgée une solide réputation autour de ses bières, mais aussi autour de ses établissements, puisqu'il y en a une vingtaine aujourd'hui en région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout débute au milieu des années 90, dans le quartier de Gerland à Lyon. La suite de cette success story, c'est Christophe Fargier, le fondateur de Ninkasi, qui nous la raconte. Ça a réellement commencé en 95, à la fin de mes études. Je suis avec un ami américain qui est venu faire une année en France et on se pose tous les deux la question de ce qu'on va faire de notre vie. Et lui me parle des microbrasseries aux États-Unis. Il est originaire de Portland, dans l'Oregon. Il me dit, mais écoute Christophe, il y a un truc qui cartonne aux États-Unis actuellement, il faut que tu viennes voir, je suis persuadé que ça pourrait marcher en France. Et il m'a trouvé du travail dans une brasserie qui s'appelle Bridgeport, où j'ai commencé. On est parti aux États-Unis, j'y suis resté une année, j'ai appris à fabriquer la bière dans son garage, on avait investi dans un petit système de brassage, j'ai acheté des livres et puis je suis allé faire une école de brasseur à Chicago, le Siebel Institute of Technology. Et au bout d'une année, on est revenu en France et on a monté le projet. Il nous a fallu une année. Je suis revenu en septembre 96 et septembre 97, c'est l'ouverture du Ninkasi à Lyon. C'était quoi au départ l'ambition ? En fait, on a vraiment cherché à se faire plaisir. Moi, j'avais fait des études de commerce, mais ça m'a vraiment épanoui d'apprendre à fabriquer quelque chose de mes mains. Kurt a appris le métier de boulanger. On avait vraiment fait un lien très fort entre le pain et la bière. On a fait un lieu de musique, de concert, parce qu'on était des gros fans de musique. On a fait un lieu comme on aurait aimé l'avoir pour prendre du plaisir, pour inviter des amis, passer des bonnes soirées. Je pense qu'il y a quand même une démarche un peu égoïste dans un projet entrepreneurial. C'est toi qui as brassé les premières bières ? J'ai brassé les premières bières, les premières années. David Hubert, qui a pris le relais, est arrivé il a vraiment pris le relais à partir des années 2000. Et c'est lui aujourd'hui qui dirige et pilote toute la production des bières Ninkasi. Ça te manque ou pas de plus être la main dans le cambouis ? En fait, je garde un lien très fort sur toute la partie élaboration de nouvelles recettes, dégustation. J'ai encore un pied dans la production, un lien très fort avec le produit. Ça me manque, mais en même temps, je m'épanouis aussi beaucoup dans ce que je fais. Le Ninkasi a plein de cordes à son arc, il y a plein de projets. Et d'orchestrer tout ça, c'est aussi beaucoup de plaisir. Oui, parce qu'en 20 ans, c'est devenu un véritable petit empire avec bien sûr la brasserie, mais aussi aujourd'hui une vingtaine d'établissements, lieux de restauration, lieux de concert, de convivialité. Ah oui, l'entreprise se développe parce qu'on laisse émerger et développer plein d'initiatives de collaborateurs. Après, nous on trouve que le mot empire, il est un peu surfait. Quand on voit aujourd'hui ce qui peut se passer avec le numérique, où vous avez des entreprises en quelques années qui pèsent des milliards d'euros, le Ninkasi, ça reste une PME. Alors on vient de basculer dans la catégorie des ETI, parce qu'on a plus de 300 personnes aujourd'hui qui travaillent au Ninkasi, mais on reste une entreprise très régionale qui continue à se développer de manière progressive mais solide. On a envie que l'entreprise s'inscrive dans la durée. Pour nous, on rigolait tout à l'heure quand on discutait du whisky, mais pour moi, le whisky, on l'initie, mais c'est un projet qui je l'espère, nous survivra et qui donnera lieu à un développement d'un savoir-faire important qui va nécessiter beaucoup de temps. Voilà, et pour moi, le projet Ninkasi, c'est un projet qui j'espère, aura une très longue vie. Donc toi, tu t'es retrouvé brasseur par accident presque. Rien ne te prédestinait, après tes études de commerce, à te lancer dans la bière. Ah non, c'est effectivement
quelque chose auquel je ne pensais absolument pas quand j'ai fait mes études, mais j'ai pris énormément de plaisir à apprendre à fabriquer de la bière. C'était un produit que j'aimais beaucoup, hein, en tant qu'étudiant, que je consommais énormément. Et apprendre à fabriquer quelque chose moi-même, de mes mains, ça a été une grande source de satisfaction. J'ai fait une école de commerce, des études dans le commerce, et ça a été un vrai enrichissement. Et aujourd'hui, pour moi, le produit doit vraiment rester au centre. Du moins, le projet de Ninkasi, c'est avant tout le produit. Alors, on a nos restaurants avec le burger, qui est le produit phare, la bière et la musique, mais on est très très attaché à la qualité de ce qu'on produit. Quand l'aventure a commencé en 97, donc la brasserie était implantée à Lyon. Elle y est restée jusqu'en 2012 pour ensuite s'installer à Tarare, où là, l'entreprise est passée à une vitesse supérieure puisque les volumes de production ont grossi. Ouais, en fait, on a à Gerland, où on était installé, on avait un problème de place. On pouvait pas pousser les murs, donc on a cherché un endroit où on pourrait développer le projet de la brasserie. Et on a été sollicité par la mairie de Tarare qui nous a dit qu'il disposait d'une eau d'excellente qualité. C'est pour ça qu'il y avait autant de teinturies dans cette ville. Et nous, on a été très sensibles à cet argument parce que c'est un ingrédient qui est majeur dans la fabrication de la bière. Et on est venu à Tarare et on n'est absolument pas déçus de la qualité de cette eau qui nous permet de faire une bière excellente et qui maintenant nous permet aussi de faire un whisky de très grande qualité. Et le fait d'être excentré, de ne plus être à Lyon ? Non, c'est vraiment pas un problème. Du moins, pour nous, comme je le dis, le produit est au cœur. Donc on prend des décisions pour favoriser la qualité de ce qu'on fabrique. Et le fait de venir à Tarare, ça avait du sens et ça a été confirmé. Hein, depuis qu'on est à Tarare, on a vraiment des produits qui se sont améliorés. On collectionne les médailles. Et aujourd'hui, le projet s'est enrichi avec le whisky. Il y a vraiment un sens très profond à être là. Bon, c'est 45 km, hein, Tarare-Lyon. Donc pour nous, c'est un environnement qui reste extrêmement proche. Puis on a plaisir à s'extraire de Lyon et à venir dans une petite ville comme est Tarare où on sort du tumulte lyonnais et on prend du recul et de bonnes décisions. Le whisky, c'est la distillerie, c'est la suite logique dans la stratégie de l'entreprise ? C'est encore une question de plaisir. À un moment, on a envie de se faire plaisir, on a envie de vivre des aventures qui nous enrichissent. Et on a fait une très belle rencontre avec Alban Perret qui nous a dit que lui, il rêvait de se lancer dans le whisky. Voilà, et on l'a associé à notre projet. C'est lui qui a porté ce projet de distillerie et qui aujourd'hui en est aux manettes. On prend énormément de plaisir à expérimenter, à faire vieillir dans des fûts de grands vins de la région et au-delà. Je pense que si on ne prend pas nous-mêmes du plaisir dans ce qu'on fait, c'est un peu compliqué d'en donner aux autres. Donc, je suis profondément convaincu de la démarche un peu égoïste, personnelle qu'il faut avoir dans un projet entrepreneurial. Le projet, il est d'abord régional avec les différents établissements Ninkasi, mais il commence à devenir national avec la conquête de la grande distribution. Oui, effectivement, on franchit des étapes. On a été dans un premier temps très lyonnais, on a touché ensuite la métropole, maintenant on est en train de se développer dans la région et on est en train de passer le cap d'un développement national. Nous on appelle ça un peu le développement en escargot. On pense qu'il y a une place à prendre. Aujourd'hui les bières artisanales, on le vend en poupe. On voit qu'il y a beaucoup d'acteurs étrangers, anglais, américains qui viennent dans les caves à bière françaises et nous on estime légitime que les brasseries françaises prennent une place dans ces caves. Et on fait partie des quelques brasseries françaises qui aujourd'hui ont cette ambition de se positionner au niveau national. Il y a aussi l'ambition d'inaugurer une gamme bio. Alors ça, le bio aujourd'hui, c'est compliqué de faire de la bière bio. C'est compliqué, mais on y vient progressivement. Alors parce qu'on a des demandes, et puis parce qu'il y a des filières qui sont en train de se mettre en place. Nous aujourd'hui, on est très heureux de voir une initiative qui s'est prise dans l'Ain, d'une houblonnerie qui va fabriquer des houblons, cultiver des houblons locaux et bio. Donc ça nous semble, maintenant qu'on commence à voir aussi les ingrédients qui permettent de faire de la qualité, de se lancer dans le bio. On a l'impression que tout roule et qu'il y a eu quelques embûches quand même dans cette histoire où tout s'est toujours très bien déroulé.
Ah bah oui, il y a eu des difficultés à surmonter. Alors moi, quand j'ai démarré l'aventure en 97, je travaillais également dans le bar, donc je servais la bière que je fabriquais et je peux vous assurer que j'ai eu beaucoup de critiques, hein, des gens qui me disaient que la bière était dégueulasse. Alors je me rappelle qu'à l'époque, ma posture, c'était de dire vous avez le droit de dire que vous l'aimez pas, mais je pense pas que la bière soit dégueulasse, et de leur expliquer pourquoi ils n'étaient pas habitués à l'époque à des bières qui avaient du goût, 100% malt, avec pour certaines de nos bières des levures hautes qui apportent vraiment du goût à la bière. Donc il y a eu ce travail un peu d'éducation sur lequel on a été parmi les précurseurs, hein. On a fait un gros travail d'explication auprès de la clientèle. Après, les difficultés, ça a été le fait de se confronter à la problématique de distribution de la bière, les contrats brasseurs, le réseau de distribution, notamment la grande distribution, qui n'était pas du tout ouvert aux petits acteurs comme nous. Donc on a été des fricheurs, on a ouvert des portes, ça n'a pas été facile. Mais en même temps, on voit aujourd'hui que ça a été un travail utile, parce que le marché de la bière, les bières artisanales sont en plein boom, c'est très dynamique, il y a plein de brasseries qui se créent. Donc on a été content de faire partie de cette aventure-là. Après, c'est un phénomène qui avait démarré avant aux États-Unis, hein. Moi, en 97, le mouvement était déjà très fort aux États-Unis. En France, c'est venu plus tardivement. On a une sorte d'inertie dans notre pays sur ces mouvements. Mais aujourd'hui, on est très content du chemin parcouru. Bon, les difficultés, hein, c'est d'investir, c'est cette sorte de course en avant qui fait qu'on peut avoir l'impression que la croissance, elle est facile. Non, la croissance, elle est difficile. Il y a des difficultés de trésorerie, on investit, c'est comme franchir des marches, hein. Et quand on investit beaucoup, les premières années sont compliquées parce que on a souvent des problèmes de trésorerie, de pertes qu'il faut pouvoir encaisser. Donc voilà, il y a eu des frayeurs, des moments difficiles. Il a fallu demander à nos partenaires financiers d'être patients. Mais tous ces efforts payent, puisque aujourd'hui, Ninkasi est une belle entreprise. Et voilà, ce qu'on disait, 35 personnes, de belles aventures humaines, de belles rencontres, des gens qui sont rentrés dans la brasserie sans diplôme, sans rien, et qui sont aujourd'hui des brasseurs. Donc des gens qu'on a réussi aussi à faire grandir avec l'entreprise. On en reparlera dans la deuxième partie du podcast avec David Hubert, qui est le maître brasseur de Ninkasi. Mais il y a un projet d'agrandissement, une nouvelle brasserie qui devrait sortir de terre pour 2021-2022, avec notamment, et on va le souligner parce que c'est intéressant, une nouvelle embouteilleuse qui permettra de faire de la canette. Et ça aussi, c'est précurseur parce qu'aujourd'hui, certains proposent déjà de la canette, mais c'est encore un produit où les consommateurs sont plutôt réticents. Oui, la canette a une mauvaise image et c'est pas justifié parce que c'est un très bon contenant pour conserver la bière. En fait, la bière, elle craint trois choses. Elle craint la chaleur, elle craint la lumière et elle craint le mouvement. L'avantage de la canette par rapport à la bouteille, c'est la protection vis-à-vis de la lumière. Alors, les bouteilles en verre brun sont les plus efficaces pour protéger la bière des UV, mais le verre brun n'est pas parfait, alors que la canette protège totalement. Effectivement, elle a une mauvaise image, mais nous, on va essayer de contribuer au changement de cette image. En plus, la canette, c'est quelque chose qui permet une expression beaucoup plus importante que la bière, où les étiquettes sont souvent sur des surfaces assez réduites. Donc il y a une vraie volonté, nous, de nous orienter vers ce type de contenant. Et quand on parle du succès de Ninkasi, si on regarde sur les 7 dernières années, il y a une progression annuelle de 20 à 30%, c'est plus que raisonnable. Oui, effectivement, depuis qu'on est à Tarare, on a un outil qui nous a permis d'avoir une croissance plus forte. Et puis on a vraiment fait le choix d'élargir notre distribution. Quand on est venu s'installer à Tarare, il y avait 2/3 de ce qu'on fabriquait qui était vendu dans nos établissements. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un tiers. Donc on a vraiment fait le choix de mettre un pied dans la grande distribution, dans les réseaux spécialisés cavistes. Il y a eu vraiment, au moment de notre arrivée à Tarare, le choix de distribuer notre bière en dehors de notre réseau. Et c'est ce qui a alimenté cette croissance pendant ces dernières années. Sans que ça nuise à l'image de la marque. Non, sans que ça nuise à l'image de la marque. En fait, on est vraiment très satisfait d'avoir cette relation directe avec nos clients qui fréquentent nos établissements. Les Ninkasi, les établissements restent des lieux d'expérimentation.
On va sortir des nouveaux produits et si vraiment ce produit plaît dans nos établissements, alors à ce moment-là, on peut envisager sa distribution dans les réseaux externes. Donc je trouve qu'il y a vraiment un vrai intérêt à articuler un réseau en propre, un réseau qui nous permet d'avoir la relation directe avec nos clients, avec un réseau externe. Changement de guide pour la suite de notre visite. Nous avons rendez-vous avec David Hubert, le maître brasseur de Ninkasi, qui a pris la suite de Christophe Fargier en production dans les années 2000. Alors pour commencer, est-ce que tu peux nous faire un peu un état des lieux ? Alors l'état des lieux de la fabrique de bière du Ninkasi actuel. On a une salle de brassage avec 5 cuves qui nous permettent de brasser 3 fois dans la journée. 25 cuves de fermentation de 100 hectolitres. Une ligne d'embouteillage, une ligne de conditionnement en fût. Et on a aussi une activité distillation. On a installé notre deuxième alambic la semaine dernière. Voilà, on fabrique whisky, gin, vodka. Cette année, on va s'approcher des 25 000 hectolitres de volume brassé. Avec combien de bières différentes ? Oula, j'arrive même plus à les compter. Alors, je sais bien qu'on a notre gamme classique où il y a 6 bières différentes. On a 3 grands crus. On a une gamme découverte de 7 bières, plus les bières du mois et une douzaine de bières qui changent chaque année. Donc, on est presque entre 25 et 30 bières différentes par an. Le rythme, c'est une quinzaine de brassins par semaine. Comment s'organise la production ? Oui, alors on peut brasser 3 fois par jour. Donc, sur une semaine de 5 jours, on peut faire 15 brassins. Mais malgré tout, il faut faire un gros nettoyage de la salle de brassage une fois par semaine. C'est pour ça que maintenant, depuis quelques mois, on est ouvert aussi le samedi pour faire les maintenances et les nettoyages. Dans l'organisation du travail, pour le brassage, c'est 2 brasseurs qui travaillent en 2-8. On ne travaille pas de nuit. Il y a une équipe d'embouteilleurs de 3 personnes. Une personne qui est au conditionnement des fûts et on a une personne qui est à la filtration de la bière. Alors on a l'impression que ça fait quand même, donc il y a beaucoup de bières à brasser, ça fait quand même un gros volume en sortie. Malgré tout, toi en tant que maître brasseur, tu réussis encore à trouver du temps pour innover, pour créer, pour expérimenter des nouveautés ? Ah, bien sûr, oui, c'est vraiment l'essence de notre métier, de créer, à chaque fois qu'il y a des nouvelles variétés de levure, des nouvelles variétés de houblon, voilà, on a envie de les essayer. Et c'est vrai que le fait qu'on ait une occasion, on puisse faire une recette différente tous les mois, qui est dédiée à nos enseignes, ça fait qu'on doit tous les mois travailler sur des nouvelles recettes, des nouvelles matières premières. Actuellement, on travaille sur une bière avec des baies de genièvre et même des branches de genièvre. Si tu devais retracer l'évolution de ces 20 dernières années, tu es à la brasserie depuis 21 ans, qu'est-ce que tu dirais ? Je dirais quelle aventure. Voilà, en fait, j'ai pas connu une société qui s'appelait Ninkasi, j'en ai connu plusieurs, toujours en évolution. Voilà, j'ai connu la première brasserie à Gerland, j'étais stagiaire. Ensuite, je suis devenu responsable de la fabrication. Après, j'ai monté le projet de Tarare avec un ingénieur allemand qui nous a accompagnés, qui était fabricant du matériel. Et là, actuellement, je travaille sur un 3e projet. Donc, c'est vraiment excitant. Il n'y a pas d'ennui, au contraire. Donc, le 3e projet, c'est pour 2021-2022. C'est carrément une nouvelle brasserie. Oui, un nouveau site de production. Ici, on pense que dans 3 ans, on va se retrouver très à l'étroit. On n'a plus beaucoup de place pour ajouter des cuves. Et donc, on prépare déjà l'avenir. On va construire à partir d'un terrain nu et on va en profiter justement pour avoir bien sûr une capacité de production supérieure d'environ 100 000 hectolitres. Ça sera aussi l'occasion pour incorporer des innovations. Donc on va travailler sur la fabrication d'un cidre. On va aussi travailler sur le vieillissement en foudre. Donc moi je suis très fan de ces bières-là, type Rodenbach, Duchesse de Bourgogne, qui sont des bières belges. En même temps, le projet whisky, on va avoir vraiment une grosse ambition pour le projet whisky, avec une dizaine d'alambics et une production qui va avoisiner les 1000 barriques de whisky par an. Si on regarde ce qui s'est passé, en 2012, la brasserie quitte Gerland pour venir s'installer ici à Tarare avec à l'époque la production 5000 hectos annuels. Aujourd'hui, on avoisine les 25 000. Ça va continuer à se développer. Demain, on sera à combien ? On pense que dans 3 ans, on sera environ 35 000 hectolitres. À partir de ce moment-là, on aura saturé complètement l'outil actuel. La capacité du nouveau site sera de 100 000 hectolitres. Bon, c'est difficile de savoir vraiment qu'on arrivera à ce volume. Et peut-être que je ne serai plus là, moi, quand on y arrivera.
Je pense pas que je retravaillerai sur un 4e site de production. Mais déjà 100 000 hectolitres, c'est déjà une belle petite brasserie indépendante au niveau national. Il faut savoir que des enseignes comme Pietra, Castelin, Jeanlin sont des brasseries qui atteignent ce volume-là et qui ont vraiment une résonance nationale et qui sont distribuées sur tout le territoire. Christophe nous disait tout à l'heure que ce qui était bien quand la brasserie s'est installée à Tarare, c'est la qualité de l'eau. Alors évidemment, l'eau, c'est l'ingrédient principal du brasseur. Parle-nous des autres ingrédients utilisés dans tes bières. Alors bien sûr, on utilise les ingrédients classiques, les céréales, notamment le malt d'orge, mais on aime bien aussi utiliser du seigle, de l'avoine, du blé. On a utilisé aussi du sarrasin. Donc on travaille avec plusieurs malteries, on travaille avec plusieurs degrés de torréfaction pour obtenir des couleurs, des arômes différents. Ensuite, il y a tous les houblons. Donc les houblons, il y a une grosse quantité de variétés, plus d'une centaine dans le monde, avec chacun leurs arômes, chacun leur spécificité, comme des arômes fruités, des arômes épicés, des arômes de fleurs. Donc il y a des nouvelles variétés qui sortent chaque année et bien sûr on aime bien les utiliser. Et on espère que très bientôt une filière locale va se développer. On travaille avec... pas sur toutes les recettes, mais sur quelques recettes des fleurs, comme notre bière à l'hibiscus, bière à l'acacia. On travaille aussi avec des fèves de cacao. On a déjà travaillé avec de la menthe. Voilà, on essaye vraiment beaucoup de choses, mais il faut que ça soit bon. Et c'est vrai que depuis quelques années, on a la chance d'avoir un petit pilote de 20 litres. On peut faire des tests et réajuster nos recettes. Et une bière à la menthe, c'est quelque chose qui plaît, ça marche ? Non, pas du tout. Ça n'a pas du tout plu. Mais c'est les risques des fois de l'innovation. Voilà. Donc, c'était des petites quantités. À l'époque, on était à Gerland, on était un peu foufou et on partait sur des projets mais sans faire de tests avant. Et ça faisait une bière un peu... Elle était verte, avec des reflets jaunes. Et on avait l'impression une bière chewing-gum un peu, voilà, qui rafraîchissait la bouche. Mais bon, c'était spécial. Il y a quelques fans quand même, malgré tout. Là, on se trouve au pied des fermenteurs. Alors, ils sont immenses. Ils font quelle taille ? Peut-être 8 ou 10 mètres ? Oui, ce sont des cuves qui font 10 000 litres. Donc, c'est là où va se retrouver le mou d'orge après le brassage. On va le mélanger avec de la levure. Et la levure, qui est un organisme vivant, va devoir se nourrir. Donc, elle va consommer le sucre fabriqué au brassage. Elle va fabriquer de l'alcool, bien sûr, du gaz carbonique. Et la levure va aussi développer des arômes, notamment des arômes fruités. Voilà. Une fermentation dure en moyenne 7 à 8 jours. Et ensuite, dans la même cuve, on va faire une période de maturation à froid où la bière est conservée à une température proche de 0 degré. Cette période va durer 15 jours. Donc c'est un affinage de la bière. Et c'est au bout vraiment de cet affinage que la bière va pouvoir être consommée. Alors bien sûr, on va la filtrer avant, on va séparer les levures pour avoir une bière assez limpide. Et après, cette bière ira dans les unités de conditionnement. Alors, fermentation haute ou fermentation basse ? Alors, on pratique les deux styles de fermentation. On a des fermentations qui sont à très haute température, à 28 degrés. Et on fait aussi des fois des lagers qu'on commence à faire fermenter à 8 degrés. Donc la différence, c'est qu'à fermentation basse, les matières premières comme le houblon, les céréales vont mieux s'exprimer parce que la levure ne va pas produire beaucoup d'arômes. Et alors qu'à l'inverse, à des hautes températures, c'est là que la levure va développer tous ces arômes fruités. Les 5 dernières minutes avec la dégustation. Alors David, qu'est-ce que tu nous proposes ? Pour commencer, on va commencer par une session IPA. Donc le terme session, c'est un terme qui est rajouté au style pour parler des bières au même style mais en plus léger. Donc c'est une bière qui est peu alcoolisée, qui fait 3,5% d'alcool. Après, on est quand même sur une IPA, donc le houblon est très présent. On a utilisé comme aromatique le houblon américain Simcoe. Donc c'est un houblon qui va donner vraiment des notes de pain, de fruits exotiques, un petit peu fruit de la passion même. Et c'est une bière très digeste, très drinkable comme on peut dire. Voilà, une bière, très bonne bière rafraîchissante pour l'été. Santé. Santé. Alors après la session IPA, une bière rouge. Oui, c'est une bière à la cerise. Donc en fait, on a travaillé avec une cerise locale qui vient de l'Isère. La variété, ça s'appelle la ratafia. Donc c'est une petite cerise noire, assez sucrée.
et qui a un goût assez puissant. On travaille avec un producteur qui s'appelle Ferme de la Mai et on achète une fois par an notre jus. On travaille en pur jus de cerise pour cette bière et on ajoute à environ 24% de jus de cerise, donc ce qui est vraiment assez important. Donc après, le jus va fermenter avec la levure, c'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver le sucré du jus et on ne va pas s'orienter vers une bière aux fruits sucrés, mais plutôt même avec une petite pointe d'acidité qui va très bien se marier avec les céréales. Oui, parce que le sucre il a disparu avec la levure. Exactement, oui, donc le sucre du fruit va fermenter avec la levure. Au nez, c'est vraiment une cerise puissante. Moi, je sens un petit peu le cuir. C'est vraiment la cerise mûre. Il y a même des petites notes de banane. Oui, en bouche, effectivement, on retrouve la cerise plein pot, quoi. En bouche, on retrouve vraiment ce goût frais de cerise. Là. On a l'impression vraiment d'avoir une cerise en bouche. Ouais. Ouais, c'est très bon. Et en plus, c'est pas écœurant parce qu'il n'y a pas ce côté sucré en fait, qu'on peut retrouver dans certaines criques industrielles. Et ça se marie très bien avec les céréales. Là, on a même le goût du noyau, là. Ouais, exactement, ouais. Ouais. Donc ça, c'est la French Creek de Ninkasi. Voilà. Gamme permanente ? Permanente, oui. Et maintenant, justement, on parlait de gamme permanente, on va goûter une des bières qui sont dans la gamme éphémère, c'est la bière du mois. La bière du mois de mai qui est un style Belgian IPA. Donc on reste toujours dans les IPA, hein, c'est très houblonné, avec notamment un houblon aromatique qui s'appelle le Styrian Dragon qui va donner un côté très épicé, poivré, voire mentholé. Et en même temps, une levure d'abbaye qui va conserver un côté rond, sucré et produire vraiment des esters de banane en fait. Ah oui, au nez, on retrouve bien la banane, effectivement. Oui, c'est très classique de style bière d'abbaye belge, en fait. C'est un grand classique, la banane. En bouche, ce que j'aime bien, c'est cette longueur. Là. On a comme un côté poivré, de menthe aussi, qui est porté par l'amertume, hein, qui est assez soutenu. Donc c'est vraiment très agréable. Ça relève vraiment le côté sucré, en fait, qui pourrait être écœurant s'il n'y avait pas cette amertume et ces épices de houblon qui ressortaient. Parle-nous en deux mots des brassins spéciaux qui sont produits chaque année pour l'anniversaire de la brasserie. Alors ça fait 2 ans qu'on s'associe avec nos clients pour faire un concours en fait et on leur demande de proposer des recettes. Et après on sélectionne 3 recettes et c'est les internautes sur Facebook qui vont voter et qui vont déterminer le gagnant. Ensuite on le reçoit et on travaille la recette avec lui et le jour du brassage on l'invite et il participe au brassage. On avait fait l'année dernière une bière à fraises avec basilic. Alors c'était assez déroutant, on n'avait jamais utilisé de basilic, on a passé énormément de temps à faire des tests de dosage de basilic, de savoir comment l'utiliser, en infusion à chaud, en macération à froid, ciselé, broyé, en feuilles entières. Voilà. Et on a réussi vraiment à trouver le bon dosage et le bon moyen de l'utiliser, on était vraiment très contents du résultat. On avait ce côté vraiment basique, mais sans que ça soit écœurant. Et alors l'année d'avant, en 2017 ? En 2017, c'était une bière forêt noire, donc une bière dessert. Donc on a incorporé des fèves de cacao et de la cerise pendant le brassage. Et on avait fait une bière noire, en fait, style porter stout. Et voilà, c'était une bière assez puissante. Hein. En alcool, on était, je crois, à près de 9% d'alcool. Et alors bien sûr, on l'a vu au cours de la visite de la brasserie, tu fais aussi du vieillissement en fût. Oui, c'est nouveau, c'est depuis qu'on a la distillerie, on peut avoir des barriques, notamment qui ont contenu notre whisky. Et avec les premiers embouteillages du whisky, on a eu 4 barriques qui se sont libérées. Donc on est en train de faire des tests. Le premier test, il y a 5 mois de vieillissement, c'est notre Imperial Stout de cet hiver qui vieillit. On l'a goûté tout à l'heure et bon, le résultat est assez étonnant. Je pense dans quelques mois, la bière sera bonne à embouteiller. Et on vient aujourd'hui même de remplir 2 barriques avec notre bière du mois, la Belgian IPA. Donc ça, voilà, il faudra attendre quelques mois avant de pouvoir goûter et puis de savoir ce que ça va donner. En fût de whisky toujours ? Toujours en fût de whisky. On a envie de raconter une histoire. Voilà, qu'est-ce qui nous démarque des autres brasseries ? Là, c'est clair, c'est notre whisky, c'est nos barriques et ça leur redonne encore une 3e vie après la première vie du vin, la 2e vie du whisky, la 3e vie c'est la bière. Ouais, c'est une belle histoire.
Merci à David Hubert, maître brasseur de Ninkasi, et à Christophe Fargier, le créateur de ce petit empire de la bière, pour leur accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Rendez-vous sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, pour découvrir en images le site de production de Ninkasi à Tarare. Dans 15 jours, nous ferons étape à Palis dans l'Aube, avant de remonter sur Paris. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Merci pour vos messages. Soutenez le Podcapsuleur en laissant 5 étoiles sur iTunes. Rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.